Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Caroline, bonjour. Bonjour Isabelle et bonne année à toi. Bonne année encore. Alors nous sommes au fil des pages. Quel est le conseil de lecture ou les conseils pour cette semaine ? Oui, une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer 2 livres. Un premier qui me tient vraiment à cœur et je suis ravie, de Julia Carninon, qui va venir le dédicacer le 25 janvier à la librairie. Ça s'appelle Ma dévotion. C'est une histoire d'amour. Voilà, c'est un roman sur une histoire d'amour. De 2 personnages qui vont se retrouver plusieurs années après avoir vécu un premier amour ensemble, qui vont retenter l'expérience, l'histoire. Et là, Julia nous interroge sur est-ce qu'on est prêt à se dévouer complètement et totalement pour vivre une histoire d'amour et pour l'être aimé. Et la fin réserve une énorme surprise et on est relativement cueillis, abasourdi même par la fin. Oui, parce que dévotion finalement est pris dans 2 sens, dévouement et adoration. Exactement, exactement, tout à fait. Et un dévouement jusqu'à se perdre, s'oublier soi-même. Voilà, donc je vous laisse venir la rencontrer, lire le livre et venir la rencontrer le 25 janvier. Bien sûr, merci. Et un deuxième coup de cœur, alors là c'est la rentrée littéraire de janvier qui est foisonnante comme tous les ans. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement savoureux dans le sens où il mêle à la fois beaucoup d'humour sur des thèmes graves. C'est le roman de Julien Blangras, qui est un reporter, un journaliste qui s'appelle Comme à la guerre et qui fait le récit. Son récit, il devient jeune père à Paris d'un petit garçon qu'il appelle l'enfant. Avec ce climat d'attentat, de terrorisme, et il se demande comment élever ce petit bout de chou qui est entouré de militaires, quoi lui dire pour pas l'effrayer, en même temps le mettre tout de suite dans le bain de ce monde qui devient fou. C'est très bien écrit, il aborde des sujets graves, mais avec beaucoup d'ironie, de dérision, et moi j'ai beaucoup ri à la lecture de ce livre, vraiment. Ah oui, c'est intéressant. Oui, parce que souvent on a des livres graves, mais là il s'est joué habilement entre des choses importantes, inquiétantes, mais avec cette petite pointe, son style qui mêle beaucoup d'humour et pas de sarcasme, mais de l'humour, voilà, vraiment. Oui, et en plus, poser la question de la transmission. La transmission, qu'est-ce qu'on transmet à son enfant ? Et puis aussi, il a toute une réflexion parce qu'il reprend les carnets de guerre de ses grands-pères qui ont vécu 39 et 45, et comment on disait les choses et on les redit actuellement, mais qui n'embrassent absolument pas la même réalité. Donc il nous interroge aussi là-dessus, et ça c'est très intéressant à tout point de vue. Ah oui, oui, on va voir ça. Merci beaucoup Caroline. Merci Isabelle, à bientôt. C'était hier ou presque. La première guerre de l'opium est un conflit militaire motivé par des raisons commerciales entre le Royaume-Uni et l'Empire Qing en Chine de 1839 à 1842. En avril 1840, une armada britannique est mise sur pied. 16 vaisseaux de ligne, 4 canonnières, 28 navires de transport, 540 canons et 4000 hommes. Sous le commandement de l'amiral Elliot, ils arrivent au large de Canton en juin 1840. Un croiseur britannique bombarde Canton et occupe l'archipel voisin de Zhoushan. Le 20 janvier 1841, des navires britanniques occupent l'île chinoise de Hong Kong dans le cadre de la première guerre de l'opium. Les attaques anglaises se poursuivent sur les côtes de la Chine, à Amoy, Ningbo et Shanghai. Yishan demande l'armistice et une convocation d'armistice, c'est-à-dire une convention sur le rachat de Canton, qui est signée le 27 mai 1841.
Cette convocation engage les Chinois à racheter Canton pour 6 millions de dollars aux Britanniques. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Hippolyte Bayard, né le 20 janvier 1801. C'est un pionnier de la photographie, inventeur et artiste. Bayard invente d'abord un procédé photographique de négatifs sur papier, puis, en mars 1839, il met au point un procédé lui permettant d'obtenir des positifs directs sur papier. L'image positive se forme par l'exposition dans la chambre noire d'une feuille de papier préalablement sensibilisée. En juillet 1839, Bayard présente la première exposition de photographie de l'histoire. Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire au chanteur Benjamin Biolay qui fête ses 46 ans. Son plus grand succès est probablement la chanson Jardin d'hiver composée pour Henri Salvador. Quelle est l'actualité d'un ancien prix Goncourt ? Prenons l'exemple de Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012. Jérôme Ferrari est professeur de philosophie et corse. Cette année sont sortis de lui un roman, à son image, et en poche un recueil de chroniques hebdomadaires. Il se passe quelque chose, chroniques qu'il écrivait pour La Croix de janvier à juin 2016. Les livres de Jérôme Ferrari sont édités par Actes Sud. Le roman, à son image, a été récompensé par le prix littéraire du Monde. Il a 2 sujets, la Corse et la photographie. L'auteur est très engagé dans son île et raconte là des moments des mouvements indépendantistes. Engagé mais critique. Son personnage principal, Antonia, est la compagne d'un combattant. Elle est photographe, se retire peu à peu de la lutte, la regarde de plus loin, professionnellement. Il y a des passages extrêmement intéressants sur la place des femmes dans ces mouvements auprès de ces jeunes militants. Antonia, la jeune femme photographe, a des ambitions, mais est journaliste locale. Elle veut plus et s'en va en Yougoslavie pendant la guerre qui défera ce pays. Cette envie de photos, de reportages, de vie pleine amène Jérôme Ferrari à évoquer les destins de photographes de guerre qui ont réellement existé, comme Dan McCullin. Peut-être plus intéressant encore sont ses chroniques pour La Croix. Il s'y montre pertinent, impertinent, caustique, mais tellement juste. Ainsi, son texte du 29 février 2016 sur la réforme de l'orthographe et ses élèves, sur les mots et les hommes politiques. En voilà un extrait. Je venais d'attirer leur attention sur le fait que rationalité ne prenait qu'un seul N, alors qu'il en fallait 2 pour écrire rationnel. Ce que la raison se trouve précisément incapable de justifier. Et nous en sommes venus à évoquer la réforme de l'orthographe. À ma grande surprise, ils manifestèrent unanimement leur hostilité à toute perspective d'évolution, si minime fût-elle, avec une telle virulence que j'eus l'impression étrange d'être assailli par une meute d'académiciens déchaînés. Je tentais évidemment de faire valoir que, pour autant que je pusse en juger, d'après leur production écrite, une simplification d'orthographe me semblait aller dans leur intérêt. Mais, balayant avec mépris ce vulgaire argument pragmatique, ils demeurèrent intraitables, ce qui est du reste tout à leur honneur. Les plus exaltés invoquèrent un amour de l'étymologie que je ne leur soupçonnais pas. Je ne prétends pas percer les ténèbres de la psychologie lycéenne, et ne disposant d'aucune explication de cet attachement désespéré à des règles que, par ailleurs, on ne maîtrise qu'imparfaitement, je ne peux que réitérer l'expression de ma plus totale surprise. J'enseigne depuis 1989. Je constate, à l'instar de tous mes collègues, une baisse ininterrompue du niveau en orthographe, pour ne rien dire de la syntaxe. C'est très certainement fâcheux. Je ne suis pas certain que ce soit tragique. L'école doit, me semble-t-il, faire face à des problèmes autrement plus profonds, ce dont je parlerai peut-être une autre fois quand j'aurai rompu mon vœu de légèreté. Et si la langue est menacée, c'est certainement moins par la graphie incongrue dont l'affublent les élèves que par l'usage qu'en font les élites politiques et médiatiques. On comprendra, je pense, que les guillemets s'imposent. Regardez les unes de la presse hebdomadaire, écouter un journal télévisé ou lire Nicolas Sarkozy, c'est pénétrer dans cette zone où le lien ténu, qui lie tant bien que mal les mots aux choses, a achevé de se dissoudre. C'est aussi franchir constamment la frontière qui sépare la nausée de l'éclat de rire, comme lorsqu'on apprend que Jean-François Copé est un grand brûlé de la politique.
Encore n'a-t-on affaire ici qu'à une hyperbole, certes indécente et grotesque, mais à peu près compréhensible. En revanche, quand Manuel Valls estime, en réponse aux critiques de Martine Aubry, qu'il faut que tout le monde assume ou se réclame de la gauche du XXIe siècle, il est parfaitement clair qu'il n'y a plus rien à comprendre, si ce n'est que le Premier ministre est un homme de caractère, que les idées ringardes n'impressionnent pas et qui ne s'en laisse pas compter. Ce n'est pas la gauche en tant qu'idéologie que je cherche à défendre ici, mais seulement le sens des mots, qui se trouve désormais, dans le discours politique, totalement occulté par leur connotation psychologique. Les mots ne font plus signe que vers l'image de celui qui les emploie. Le règne des éléments de langage va donc de pair avec cette personnalisation à outrance, matinée de sentimentalisme impitoyable et dégoulinant, que Nicolas Sarkozy incarna à la perfection, mais dont il ne saurait être tenu pour le seul responsable, comme nous avons eu amplement l'occasion de l'apprendre depuis 2012. Des esprits chagrins et rétifs à la légèreté pourraient même voir dans ce phénomène un symptôme de la disparition de l'espace politique, opinion pessimiste que nous nous garderons bien de partager. Ce qu'on peut constater, en revanche, sans l'ombre d'un doute, c'est que la langue utilisée dans le débat public exhale un parfum fort désagréable, comme si la rigidité des formules toutes faites et lieux communs qui la composent était déjà celle d'un cadavre. Dans ces tristes circonstances, je suis heureux et fier d'annoncer que les forces vives de la nation, mes élèves en tête, sont prêtes à se battre jusqu'à la mort pour que Nénuphar ne se voit pas scandaleusement privé de son PH et qu'Oignon conserve son mystérieux I. Qui peut nier que ce soit une bonne nouvelle ? Excellent, non ? Pour finir, nous entendrons de la polyphonie corse. Elle sert, comme dans le roman de Jérôme Ferrari, à accompagner des mariages et des enterrements. Elle est constituée d'au moins 3 voix, une voix de leader qui porte le chant, une voix basse et celle qui enjolive le tout. Au revoir. Emmanuelle Vaudine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes danseuse, directrice du Centre chorégraphique national Le Phare et vous allez commencer votre festival Fahrenheit. C'est la 7e édition, je crois. Tout à fait. Et alors je précise, danseuse, chorégraphe et directrice, mais plus chorégraphe et directrice que danseuse en ce moment, du moins. Voilà. Alors pour cette 7e édition, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu l'esprit, la thématique, le sens? Alors, comme chaque année, nous continuons d'inviter les chorégraphes qui ont traversé le phare durant toute la saison, on va dire 2018, en général c'est plutôt 17-18, puisque notre proposition de festival est construit, notre festival est construit à partir des artistes que nous avons dans la saison qui a précédé et que nous avons accueillis dans le cadre de la mesure Accueil Studio, qui nous permet donc d'avoir des chorégraphes en création. Et en résidence donc au phare. Ce sont donc des découvertes. Alors la plupart du temps, chaque année, il y a quand même beaucoup de découvertes et puis au bout de 7 années, au bout de 7 ans, il y a forcément des gens qui commencent un peu à revenir et qui connaissent déjà la maison. Mais l'idée en tout cas, c'est que le festival soit un point d'orgue pour ces chorégraphes que nous avons accueillis et qui ont pris du temps pour tisser aussi un certain nombre de rencontres tout au long de l'année avec les différents publics autour de leur création. Et c'est donc le moment où ce public qui a pu déjà
un peu goûter aussi à des premières rencontres vient voir le travail abouti. Voilà. Dans votre éditorial, vous parlez de tisser des liens. Et Oui. ça m'a beaucoup intéressé, effectivement, parce que ce sont des liens entre plusieurs personnalités, Et c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a dans notre cahier des charges ou dans nos, même si c'est pas un très joli mot, en tout cas dans nos missions, cette idée de faire découvrir l'art chorégraphique et plus largement la culture chorégraphique au plus grand nombre. Et à différents publics qui vont en gros des classes primaires jusqu'aux étudiants, en passant par des publics plus difficilement captifs, par des gens avec des difficultés sociales ou par des seniors. On travaille aussi avec des EHPAD, donc on essaye de balayer, d'avoir une sorte d'éventail assez large pour toucher un maximum de gens. Et les sensibiliser à la danse contemporaine. Donc tisser des liens, pour nous, ça sous-entend tisser des liens entre les artistes et leur geste artistique et ces différents publics. Oui. Alors, précisons un petit peu les dates. Je crois qu'il est assez long, du 22 janvier Au 2 février. 2 février. 2 semaines. Deux Voilà. semaines, voilà. Alors, peut-être on pourrait citer quelques soirées phares, quelques auteurs, quelques danseurs, quelques chorégraphies. Alors, Cocagne un petit peu quand même. D'abord. Oui, alors ce Cocagne. sera la première fois que j'ouvrirai le festival avec une création. C'est une programmation du Volcan hors les murs, puisque Jean-François Drian a accepté que nous jouions la pièce dans nos murs pour 4 représentations, et donc j'aurai le grand privilège d'ouvrir le festival avec Cocagne au phare à 20h30. Et puis il y aura 4 représentations, dont la dernière représentation qui sera une double soirée, puisque Maggie Marin sera présente avec une pièce éminemment politique qui s'appelle AA, et qui est une pièce sur le rire, mais bon, voilà, pas n'importe quel rire. Et donc on est très heureux et très fiers d'accueillir Maggie dans le cadre du festival Fahrenheit. Autre proposition très emblématique aussi un peu de ce qu'on a envie de tisser dans Fahrenheit, c'est la Wave Party, qui sera une proposition, une trance collective que j'organise avec toute l'équipe de Cocagne et qui aura lieu au cœur du festival, puisque ce sera le samedi 26 janvier. Où là, voilà, on invite les gens à venir danser collectivement sous la forme d'une sorte de transe, on va dire, qui dure 45 minutes, et pour laquelle on invite chacun à participer à ce qu'on a appelé un wave time pour apprendre ces danses. Donc 2 heures de wave time suffisent pour apprendre cette wave party qui sera le samedi 26 à 22h. Et là, vous Voilà. êtes en partenariat avec Fécamp, avec le passage. Exactement, puisque cette wave party fait partie justement de ce qu'on a appelé un road trip, et qui comprend un spectacle, la création même de road movie, qui est un solo de Dominique Boivin qui aura lieu au théâtre Le Passage à Fécamp. Le Passage nous conviera à l'issue de ce solo à un banquet qu'il organise, et puis nous reviendrons tous en bus de Fécamp pour entamer la wave party au phare à 22h. Voilà. C'est Et une il y aura grosse également, soirée. voilà, et il y aura également un wave time proposé à Fécamp, de façon à ce que Fécampois et Havrais se rencontrent, se mélangent et dansent ensemble au phare. Mais je suis curieuse de savoir quel public vous touchez quand vous invitez à des trans comme ça. Alors c'est un peu tôt pour le dire. C'est pas la première fois que vous faites. Non, pas du tout. On avait fait le tout monde Cosmobal participe. il y a quelques Voilà. années. Au tout début, on avait fait aussi Rainbow, qui était encore un autre projet amateur, mais un peu de nature un peu différente. Alors, là, vraiment, c'est très varié. On peut dire que c'est pas de 7 à 77 ans, parce qu'on a indiqué plutôt 14 ans, en gros, pour l'âge. Mais enfin, bon, on n'est pas à une année près. Et après, jusqu'à ce qu'on puisse continuer à danser. Voilà, donc il n'y a pas d'âge non plus limite, on va dire. Donc c'est globalement assez mélangé. On arrive à avoir des gens plutôt jeunes jusqu'à des gens qui ont quand même un certain âge, oui, il faut le dire. Ah c'est oui, vrai. oui. Et fidèles en plus. Ah, c'est ça. Parce Voilà. qu'il faut oser se lancer, non?
Pas vraiment. Là, c'est vraiment, à la différence du Cosmobal qu'on avait organisé il y a 3 ans maintenant. Le Cosmobal, il y avait vraiment des danses très typiques. On apprenait, on choisissait ces danses, on les apprenait. Là, il y a vraiment l'idée du lâcher prise. Donc, ce sont des choses très simples, des danses vraiment globalement très très simples, mais qui obligent à lâcher prise et qui travaillent la question de un peu d'être ensemble aussi, de se laisser aller dans une sorte d'état de corps ou d'état mental, et qui nous permet de partager une sorte de moment ensemble presque un peu mystique, et qui ne demande pas de réflexion, qui demande vraiment d'être là, ici et maintenant. Voilà. Oui, et d'être en confiance. Et d'être en confiance, mais bon, ça, voilà, en général, quand on a envie de passer un moment comme ça collectivement avec d'autres, la question de la confiance, elle ne se pose pas puisqu'on est tous au même endroit au même moment. Donc voilà. Entendu. Ah oui, c'est séduisant. Alors, qu'est-ce que vous citeriez encore comme chorégraphe ou comme danseur? Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de propositions, pas seulement au Havre d'ailleurs et à Fécamp, mais vous allez aussi ailleurs. Ah oui, il y a 7 partenaires sur le territoire normand. Voilà, donc vous allez à Val-de-Reuil, voilà. Bon. Mais vous allez aussi dans d'autres lieux. Je parlais de chorégraphe, mais vous allez aussi à l'hôpital Pierre-Janet, vous allez dans les bibliothèques. Tout à fait, c'est la volonté du festival, c'est aussi de se déplacer dans des lieux où, par ailleurs, les accès sont entièrement gratuits, comme par exemple l'hôpital Pierre-Janet, le conservatoire également, la maison de l'étudiant. Donc tout ça, la moitié des propositions du festival sont gratuites. Les autres sont quasiment toutes à 5 €. Donc on est vraiment sur des prix assez bas volontairement, et puis sur des propositions gratuites pour que la question des moyens ne soit pas un frein. Donc à l'hôpital Pierre-Janet, en effet, nous aurons Catel Artero et Léonard Rénis, le pôle, qui présenteront aussi leur création The Perfect Moment au phare. Nous aurons aussi au Portique, qui est le premier qui rentre dans le festival pour la première fois avec une performance de David Vampak, batterie. Et puis aussi une double soirée très intéressante, parce que là on est vraiment à cheval, on va dire, sur l'art chorégraphique et le one man show ou le one woman show, puisqu'on a proposé deux solos, 2 one man et woman show qui se suivent au bain-douche, l'un avec Ondine Cloez qui poétise sur la notion de vacances, et puis un autre créé et interprété par Johan Tomrel sur la question du corps. Donc ce sont Ondine est danseuse, Johan est plus poète et performeur que danseur en tant que tel, mais voilà, on est quand même à la frontière du chorégraphique et en tout cas du lien avec l'écriture chorégraphique dans le rapport au texte qu'ils entretiennent tous les deux. Voilà, alors ça c'est une soirée assez sympathique au bain-douche avec un intermède de soupe, donc c'est l'occasion de découvrir ces deux propositions qui sont à la fois très légères et très poétiques en même temps. Voilà. À Pierre-Janet, vous aviez déjà été filmé, je crois, par Jean-Marie Châtelier pour le Bal des Princesses? Alors, c'est un petit peu différent, parce que le Bal des Princesses, c'était dans le cadre d'un projet qui était porté effectivement par Christophe Lee, qui menait l'atelier à l'hôpital Pierre-Janet et qui venait chaque semaine travailler au phare avec des patients. Et voilà, il a fait ce projet, le Bal des Princesses, qui a été filmé par Jean-Marie Châtelier. Donc, c'est encore un petit peu différent, mais ça donne aussi déjà une idée des partenariats aussi, de la nature des partenariats avec l'hôpital. Oui. Ce qui veut dire aussi que la danse ne leur est pas inconnue. Non, et on essaye chaque année effectivement à l'hôpital Pierre-Janet d'avoir aussi ce public-là, ces patients qui viennent et qui sont souvent très étonnants dans les questions qu'ils peuvent poser, sur les propositions qu'ils peuvent voir. Donc c'est pour nous artistes, c'est aussi important d'être dans ces endroits-là. Et alors vous allez à Vernon, vous allez à Rouen, vous allez à Val-de-Reuil?
Tout à fait, à Vernon avec la proposition jeune public Belzébois, à Val-de-Reuil avec Ashley Chen qui est aussi un chorégraphe normand et qui est programmé par l'Arsenal. Voilà, chaque année aussi collaboration avec le FRAC qui propose une installation vidéo au phare en regard du spectacle qui a lieu le soir même au phare. Donc le FRAC est aussi un partenaire important. Ce festival est très ambitieux, me semble-t-il. Ah oui, j'aime bien l'idée d'ambition. Alors on dit souvent modeste mais ambitieux parce qu'il l'est. Il est vraiment modeste, c'est-à-dire qu'il tient vraiment sur le partenariat et les liens qu'on peut tisser avec les partenaires, puisqu'on n'y a pas, enfin voilà, chaque partenaire est autonome financièrement, c'est-à-dire que nous ne prenons pas en charge les spectacles qui ont lieu dans ces différents théâtres. Donc il faut que les partenaires soient là pour que aussi le festival ait cette dimension-là. Donc, mais ambitieux parce qu'effectivement une volonté d'être sur le territoire et d'essayer de dédier un temps fort à l'écriture chorégraphique à une époque où on est plutôt vers le retrait que vers l'abondance. Donc c'est aussi, et c'est l'idée aussi de faire se rencontrer des chorégraphes qui ne sont pas nécessairement des chorégraphes que l'on pourrait voir dans des grandes structures comme le Volcan ou même l'Opéra de Rouen. Voilà, des chorégraphes qui proposent aussi des pièces à des publics en nombre plus réduit, voilà, parce que les propositions nécessitent une plus grande intimité. Donc c'est aussi donner la parole à celles et ceux qui travaillent chaque jour leur art, voilà, mais pas dans une volonté d'être nécessairement devant un public de 1500 personnes, mais plutôt 3 fois moins, voire 4 fois moins, parce que des fois c'est aussi important de partager avec un plus petit nombre de personnes. Voilà, on ne dit pas tout à fait les mêmes choses en tout cas. Oui, je comprends. Oui, parce que je me demandais si cette ambition trouvait les lieux conformes à sa grandeur. Parce que le Centre chorégraphique national me semble, et alors vous venez de répondre en fait à ma question sous-jacente, c'est l'intimité qui permet une proximité entre le public et le danseur. Alors on est quand même sur des propositions, même si on n'a pas de thématique, on est quand même toujours sur des propositions qui vont globalement avec l'économie du lieu et de l'espace, et donc voilà, tout ça forme un ensemble. Donc c'est toujours un peu plus compliqué pour nous d'une certaine façon d'accueillir des très grosses équipes parce que structurellement c'est pas possible. Donc il y a cette contrainte d'espace, de lieu et de moyens qui fait que aussi notre choix se porte aussi vers des projets qui sont économiquement tenables au regard du lieu et au regard du projet qui est mis en place. Et après, tout simplement parce que avec Solène Racapé qui dirige le centre chorégraphique avec moi, on a envie de porter des écritures qui effectivement sont peut-être moins visibles dans un paysage culturel qui a tendance un peu à se ressembler, ou en tout cas devenir un peu le même, voilà. Donc on essaye d'un peu de lutter contre une sorte de tendance qui globalement va plutôt plus vers le grand divertissement que vers le questionnement, voilà. Donc on a aussi on va dire cette appétence-là en tout cas. Oui, c'est intéressant de l'entendre parce qu'effectivement, on vient vous voir et on vient voir les équipes, comme on va par exemple au Festival Pieds Nus de musique nouvelle. Oui, il y a aussi il y a totalement des affinités. Suite de découvertes. Voilà, il y a des affinités avec une exigence de choix et avec des artistes pas toujours effectivement sous le feu des projecteurs, quoique là on pourra pas dire que Maggie Marin ne soit pas quelqu'un, voilà, il y a quand même des exceptions, et il n'y a pas non plus que de l'émergence dans Fahrenheit, mais c'est vrai qu'on essaye de donner la parole en tout cas aussi des jeunes chorégraphes, voilà. Écoutez, nous allons vous en remercier. Merci. Alors merci beaucoup Emmanuel, et puis bon festival. Merci, et à bientôt alors. À bientôt.
Étienne, bonjour. Bonjour, bienvenue à BDlirium. Alors, quel est le conseil de lecture de BD pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, je vais vous parler de Planet Hulk de Greg Pak, qui est pour moi le scénario le plus abouti sur Hulk. Je suis un grand fan de Hulk depuis maintenant plus de 30 ans. Effectivement, il y a un Hulk géant dans la boutique, il faut le dire. C'est vrai, 2,80 m de haut, une belle bête. Voilà. Alors là, l'histoire, pour résumer, Hulk est considéré comme trop dangereux pour la planète Terre, causant trop de dommages et de morts, bien sûr. Donc on décide de l'envoyer dans l'espace, sur une petite planète peuplée de gentils animaux et autres, où il pourra vivre en toute tranquillité, sans faire de dommages. Sans se mettre en colère, peut-être. Et sans se mettre en colère. Sauf que bien sûr, tout ne se passe pas bien comme prévu. Il va atterrir sur une planète autre et dirigé par une espèce de despote, un empire romain, une sorte de César qui va capturer Hulk et le réduire en esclavage. Alors, on va faire un parallèle, c'est un peu Hulk va mener la révolte de Spartacus, en fait, la révolte des esclaves, pour délivrer voilà. Ce peuple soumis à ce dictateur, cet empereur fou. Ah, ça doit être réjouissant. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. De rien. C'est la fin de Viva Culture. Avant de nous quitter, je voudrais vous parler d'une soirée organisée par Havre de Cinéma le 25 janvier à partir de 20h30 à La Forge à Harfleur. En effet, sera projeté le film de Jim Jarmusch intitulé Game Danger autour de Iggy Pop et ses Stooges. Il s'agit, vous le savez, sûrement d'un groupe pionnier qui a subi des influences multiples américaines et anglaises et qui lance un blues et un jazz psychédélique. C'est un groupe maudit et mythique. Il faut dire que Jim Jarmusch interroge Iggy Pop avec beaucoup de sensibilité. Iggy Pop mène la danse, il est drôle et vivant, il ne cache pas non plus les moments sombres du groupe, puisqu'il est le seul survivant des fondateurs. Alors, c'est après le film Patterson que vous aviez peut-être vu, qui s'intéressait à un poète américain. Le film est projeté avec les City Kids qui vont reprendre des morceaux des Stooges, mais aussi leurs propres morceaux. Alors c'est un groupe que l'on connaît bien au Havre. Vous vous souvenez que justement en 1990, il avait fait la première partie d'Iggy Pop au Zénith. Et ce groupe va nous réjouir une fois encore. Havre de Cinéma a réussi à réunir tout ce monde-là. Donc rendez-vous le 25 janvier à partir de 20h30 à La Forge.
Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.